En l'occurrence, Maître Hurel, si vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. François Hurel, donc vous êtes là, même si vous êtes avocat. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais Madame Ouadrapoli nous parler des services intellectuels que parfois, j'ai vu qu'il y avait un de vos confrères qui essaye en ce moment de mettre sur pied, ou qui a mis sur pied, une offre Internet pour de la consultation juridique. Bon, c'est-à-dire que même ce secteur-là, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous êtes là au titre du MEDEF, et le MEDEF n'est pas la seule organisation, mais c'est une de celles qui s'est attelée à essayer d'anticiper les nouveaux emplois, et en particulier avec les pouvoirs publics, dans le contexte de la loi Macron 2. Alors, quel est le discours de votre organisation, quelle est la vision de votre organisation sur ces nouveaux gisements d'emploi, les nouveaux modèles d'emploi? Merci. Alors écoutez, je voudrais dire d'abord un certain nombre de propos liminaires. D'abord, je suis optimiste parce que je crois qu'il y a effectivement dans tous ces gisements, dans toutes ces offres et ces demandes, il y a un vrai espoir et il y a la vraie potentialité. Il y a en fait une véritable demande. Et il s'agira dans les années qui viennent de répondre à cette demande. Ce qui est frappant, en revanche, c'est qu'il y a à la fois un double message que nous renvoient les chiffres, le sentiment que les emplois sont de plus en plus difficiles effectivement à créer, le sentiment qu'il y a une demande qui n'est pas servie ou qui devra être servie, plutôt, et le sentiment et la réalité de ce que nous observons, c'est que finalement, il y a en gros entre 1200 et 1500 Français qui s'inscrivent tous les jours en indépendant. Et donc tout ça est une question, tout ça est un questionnement qui fait qu'il faut qu'on réfléchisse, je pense, à la façon dont il va falloir répondre à la fois à ces gisements de demande et en fait en même temps aux activités qui peuvent effectivement servir à ces demandes. Et c'est ce à quoi nous nous employons pour essayer de réfléchir au travers d'un certain nombre de perspectives. Il faut mettre en regard à la fois, on ne peut pas opposer dos à dos l'emploi salarié avec le travailleur en fait indépendant. Il faut essayer que l'un et l'autre convergent au service du plus grand nombre. Il faut essayer que tout ça réponde à la demande. Il faut essayer que le travail en fait indépendant ne soit pas à ce point différent ou ne soit pas sous-protégé par rapport à d'autres formes d'exercice. Et donc c'est vers tout ça que nous essayons de travailler. Oui. C'est assez difficile parce que finalement, on s'aperçoit que la demande est importante, que les services nouveaux sont à notre porte, alors vous avez parlé d'ubérisation, vous avez parlé de nouvelles technologies. C'est vrai que tout ça fait que on est dans une société où en fait la demande de services évolue énormément, très vite. Je crois qu'il y a 5-10 ans, on n'aurait jamais en fait imaginé qu'il y aurait 1200 Français qui s'inscrivent en fait chaque jour pour devenir travailleurs en fait indépendants. Donc c'est vrai que tout ça en fait interpelle. Oui, parce que est-ce qu'il ne faut pas justement aller dans le sens d'un rapprochement, d'une tendance pour essayer que tous ces métiers puissent être à la fois exercés à la fois par des salariés, à la fois par des travailleurs en fait indépendants, les deux formés évidemment. Et la formation est capitale, et dans un dispositif qui protège aussi bien l'un que l'autre. Oui, donc c'est vers ça qu'il faut que nous essayons de tendre vers. Oui, je vais vous faire creuser sur cet aspect-là parce que c'est clé. Mais ce que je comprends de ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au fond, vous nous dites que plutôt que d'être défensif, et plutôt de concevoir comme un symptôme de désespoir, ou plutôt je trouve plus d'emploi, je suis un savoir-faire, je me mets à mon compte un peu par défaut. Non, c'est parce qu'après tout, je suis assez fort, je trouve pas d'emploi, mais je peux répondre à une offre qui, elle, est là. Donc finalement, les salariés, parfois au chômage, sont la société civile les plus à même de répondre à l'offre parce qu'ils sont dans la souplesse. Vous dites, OK, donc il faut s'adapter à ça, et en particulier sur le statut, le salariat, mais aussi sur les droits, parce que ça fait évoluer le droit. Les deux, dans les deux sens. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand on regarde la population des travailleurs indépendants, on en a environ une trentaine de % qui le font exclusivement.
On en a une trentaine de % qui le font alternativement à de l'emploi salarié. C'est ça. Et on en a et en fait le reste cumule. Ils sont à la fois salariés, à la fois travailleurs en fait indépendants. Ça veut dire que effectivement ils anticipent sur une nouvelle façon de travailler. Et donc c'est en réalité plus le mot travail qui vient, c'est le mot activité. Et donc c'est ça qui change. Et je crois que c'est ça la très grande révolution ou l'évolution, c'est qu'il faut maintenant parler de recherche d'activité et que derrière en fait l'activité, il y a de multiples façons de l'exercer, à condition que ça soit bien fait, que ça soit fait par des gens formés, et il faut y être vigilant. Il faut des qualifications, et il faut y être vigilant. Et puis il faut en même temps un niveau de protection qui ne renvoie pas dos à dos en fait, de régime où l'un serait totalement laissé en liberté totale et l'autre protégé. Donc on ne peut pas avoir à ce point de divergence entre les... Et donc je pense qu'il faut travailler à accroître le niveau de protection de ceux qui sont, après tout, des gens qui sont subordonnés économiquement. Il y a deux façons de voir l'emploi. Il y a celui qui est un subordonné par le contrat de travail, et puis il y a celui qui est subordonné par l'économie. Et donc c'est ces deux-là qu'il faut protéger. Il y a tout de même, en matière de protection et de coût de la protection sociale, dans cette mutation aujourd'hui, un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le discours, les exigences légitimes de ceux de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou de ceux de l'artisanat, qui payent des charges, qui organisent la solvabilité de leur protection sociale de façon légitime, et qui disent, attendez, les auto-entrepreneurs, tous les nouveaux indépendants dont vous nous parlez, les 1500 là, par jour, très bien, ok, très bien, mais finalement, ils se débrouillent pour passer à l'as, payer moins, etc. Puis on a de l'autre côté les indépendants qui ont été repérés ou comme tels et qui fonctionnent et qui ont une certaine activité, dont on voit bien, ils l'ont fait savoir assez bruyamment il y a quelques jours, qui sont à 25% aujourd'hui, mais demain à 45%, c'est-à-dire la moitié de ce qu'ils vont gagner. Pour certains d'entre eux, c'est énorme. Bon. Et donc là, on voit s'affronter finalement à la base deux logiques, deux légitimités. Les uns qui disent, nous on paye pour la protection sociale, et on ne veut pas que tout soit sur nous. Et puis les autres qui disent, mais vous êtes en train de nous tuer. C'est-à-dire qu'au moment où finalement on est en train d'inventer un nouveau... Comment est-ce que vous allez articuler ces deux aspects? C'est toute la question, puisque la protection sociale des uns, la protection sociale des autres, c'est une question à la fois de pourcentage, à la fois d'assiette. Donc il faut jouer dans effectivement le tunnel du pourcentage avec une assiette qui n'est pas la même. Donc c'est toute la question. Et le but est donc il faut que tout le monde paye, mais sans tuer et bien sûr, tout le évidemment, monde. parce que sinon, si jamais personne paye, enfin si jamais l'un paye et puis l'autre pas, évidemment à ce moment-là, en fait, ça marche pas. Et là, en plus, on est dans un phénomène économique de concurrence peu loyale. Donc du coup, il faut qu'on travaille à tout ça. Mais ce qui est interpellant, c'est que ça vient très très vite, que toutes les questions qui se posent, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'il y a 5 ans, on ne se les posait pas. Et tout est arrivé, et tout arrive très très vite. Moi, je lisais une étude qui a été publiée par l'OCDE qui explique que dans 5 ans, aux États-Unis, il y aura plus de travailleurs indépendants que de salariés. Le même phénomène en Europe est prévu pendant 15 ans. Donc ce phénomène est interpellant. Et du coup, pourquoi il se passe ça? Parce que finalement, c'est l'économie de service qui vient. Ouais. Et c'est une économie qui est totalement nouvelle. L'emploi de travailleurs en fait, indépendants, il ne s'adapte absolument pas à l'industrie. En revanche, il s'adapte très bien en fait, à tous ces métiers tertiaires, à ces services. Et c'est ça qui change beaucoup. Et du coup, c'est vers ça qu'il faut effectivement réfléchir et vite. Il y a le volet négociation avec les pouvoirs publics sur ces aspects de solvabilité, de portabilité, etc. Ce n'est pas l'objet de la table ronde, donc je ne vais pas m'apesantir. L'idée de la table ronde, c'était, un, les d'identifier, et deux, quels outils donner à ceux qui entrent dans ces nouveaux emplois, et donc de les trouver, et notamment, en particulier, la formation. Docteur Gondard-Argenty, vous avez un micro peut-être? Oui, non, vous avez oui, c'est parfait. Je rappelle que vous êtes dentiste, mais là, vous êtes là au titre de votre organisation des libéraux. Voilà, et on est directement dans cette économie du service. L'UNAPL, rappelez-nous, présentez-nous votre organisation en deux mots. L'UNAPL, c'est une intersyndicale, c'est-à-dire que c'est le regroupement de 63 organisations syndicales qui ont choisi de se monter en association pour faire l'Union nationale des professions libérales,
qui est donc représentative en tant qu'employeur. Et donc nous représentons 2 millions d'actifs, dont 1 million de salariés. Donc c'est quelque chose qui est déjà important du point de vue de l'économie. Ouais. Et ce que je peux dire, c'est que sur tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, on ne peut pas nier les complémentarités qui existent. Alors, ne serait-ce que, ce que disait Madame tout à l'heure, vous travaillez un projet prospectif des métiers et des qualifications. Je trouvais ça extraordinaire, puisque nous avons un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions libérales. Et qu'à ce titre-là, nous travaillons beaucoup sur le sujet des mutations. Parce que, au même titre que j'irais dans l'économie sociale, et c'est là où nous sommes très complémentaires, nous travaillons avec l'humain. C'est-à-dire que nous sommes des métiers de l'humain. Alors, nous n'avons pas le même schéma économique, mais malgré tout, nous avons la même finalité, c'est-à-dire l'accompagnement des mutations pour qu'effectivement, les services rendus aux personnes, aux entreprises, ces services-là soient toujours plus performants et plus adaptés parce que, effectivement, nous avons quand même, je dirais, une tierce personne qui s'appelle, et je vais le mettre entre guillemets parce que j'aime pas le terme, qui s'appelle le consommateur. Mais c'est vraiment le terme générique. Ça peut s'appeler un patient, ça peut s'appeler un client, ça peut s'appeler ce que vous voulez, mais c'est quand même un consommateur de quelque chose en termes génériques. Et ces personnes-là, ces gens-là, ces entreprises ont besoin de soutien pour faire aussi évoluer leur modèle. Et donc, les professions libérales sont là aussi pour accompagner ça. Et nous devons l'anticiper dans nos entreprises et dans nos schémas. Parce qu'autrement, nous ne répondons pas à la demande. Par contre, ce que nous pouvons constater, mais je pense que c'est la même chose pour l'économie sociale, c'est qu'il va y avoir effectivement, et je crois que dans le reportage, quelqu'un en parlait en disant « Attention, nous avons à un moment trouvé l'accompagnement et ce qui va faire que les gens rentrent dans le système. » Je vais prendre un exemple. Quand vous avez 90 ans, que vous êtes chez vous toute seule, parce que c'est bien souvent le cas des femmes, je suis désolée, mais bon, vous êtes seule chez vous, vous avez un petit badge, bon, c'est idiot, mais il faut apprendre à le faire fonctionner et correctement. Donc il faut que les gens s'approprient aussi ces nouvelles technologies. La domotique, c'est parfait. Je veux dire, bien sûr que ça apporte quelque chose, mais tout ça, ces anticipations, on a besoin, je dirais, de créativité intellectuelle, et donc, qu'apportent par exemple les professions libérales? Ce n'est que de la valeur ajoutée intellectuelle au concept. Et donc c'est là où on se place à l'articulation entre effectivement les nouveaux schémas et effectivement les gens qui vont être là en demande et en réponse. Et nous apportons aussi notre responsabilité. C'est pour ça que différents schémas ne sont pas toujours très très simples pour nous, puisque nous avons la responsabilité entière, quand je dis de nos actes, c'est-à-dire de ce que nous allons apporter comme service à celui qui nous le demande. Je voudrais juste demander à la salle de bien vouloir excuser Maître Hurel, qui a remplacé, il faut le dire, et c'est tout à votre honneur, au pied levé Thibault Langsade, qui lui-même est parti pour une mission fixée pour une raison interne en Guyane. Et donc vous l'avez remplacé au pied levé, le MEDEF était donc représenté, mais vous avez d'autres obligations et vous devez nous quitter. On ne vous en veut pas. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Voilà. Et alors, vous nous disiez que, oui, votre savoir-faire et votre spécificité de métier de l'humain, comme vous dites, tous, absolument, Hugues Widor, vous faites bien de resserrer les rangs, en quelque sorte, vous amène à anticiper de fait aujourd'hui cette mutation, parce que tous ceux de vos professions la voient, la vivent en direct. Mais qu'est-ce que les organisations, elles, apportent alors pour quand même aider les gens de vos métiers à anticiper ces modifications, cette mutation, la formation Alors, par exemple, je parlais de notre observatoire. Donc, notre observatoire ne peut pas travailler actuellement une cartographie des métiers sur l'ensemble des activités dans les professions libérales. Donc, on fait une cartographie métier. Pourquoi? Parce on raisonne vraiment en termes de parcours. Et la formation professionnelle, chez nous, c'est co-substantiel de l'activité et de l'entreprise libérale. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas répondre aux besoins sans avoir une formation continue et déjà une formation initiale que, je dirais, malheureusement, nous ne trouvons pas
dans la formation académique. Donc beaucoup de branches chez nous se sont organisées pour fournir, pour créer leur propre filière de formation. Je pense par exemple chez les avocats, chez les notaires, chez les pharmaciens, dans le secteur de la santé. Nous avons tous des centres de formation pour que ça corresponde à nos métiers. Sauf que nos métiers, ils évoluent. Sauf que les réponses à apporter évoluent. Donc il nous faut l'observatoire pour travailler sur cette cartographie. Et nous avons une plus-value, je dois le dire, puisque nous en sommes très fiers, c'est qu'à notre OPCA, c'est-à-dire notre organisme paritaire collecteur agréé, nous avons un service recherche et développement qui fait de l'ingénierie de formation. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est au service des branches pour pouvoir leur apporter au plus près ce qu'on peut donner comme outil pour faire progresser. Parce que on se rend compte déjà chez nous, pour parler un peu de la mutation des emplois, c'est que nous avons fait à l'UNAPL une enquête, par exemple en juin, eh bien 40% des professions libérales vous disent, les professions libérales vous disent, eh bien pour 40% de nos tâches, on sous-traite. Donc on voit bien que là, la frontière se déplace. Et que la même chose, on se rencontre aussi que dans nos métiers. Par exemple, je vais prendre le cadre de vie, on en parlait tout à l'heure. Faire des logements adaptés. Il faut faire des logements adaptés, la population vieillit, il faut faire des logements, il faut faire de l'accessibilité, donc tous ces... Bon, mais nos métiers bougent. J'aurais tendance à dire que les back-office ont tendance à disparaître au profit de métiers beaucoup plus qualifiés. C'est-à-dire que le secrétariat, elle ne va pas vous taper un rapport, elle ne va pas vous taper un compte-rendu de chantier. Celui qui vient le faire, celui qui vient, il rentre, il le tape, il le fait. Il le passe tout de suite à l'équipe qui va retravailler le projet et ainsi de suite. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a une mutation et que nous devons assurer aussi le parcours professionnel de nos salariés. Pourquoi ? Parce que nous les avons formés, nous avons donc fait un investissement. Et quand une profession libérale, il n'y a pas que les métiers de la santé. Oui, bien sûr. Donc qui bénéficient de la protection sociale. Il y a tous les autres aussi. Quand je dis bénéficier, effectivement, travaillent avec la protection sociale. Il y a tous les autres. Et ces métiers-là, ils ont investi dans des compétences, ils ont investi dans des emplois, ils ont embauché. Donc s'ils n'ont plus le personnel qui correspond, c'est la pérennité de l'entreprise, ça c'est sûr. Et puis c'est aussi que ces gens-là, une fois que ils ne trouvent plus leur compte dans l'entreprise, ils vont chercher ailleurs. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'au fond, il y a toujours une offre. Ou plutôt une demande importante, et l'offre n'est pas toujours là. Donc vous voulez tourner vos OPCA, par exemple, et son laboratoire de recherche et de développement vers la capacité à permettre la plus grande, comment dirais-je, de durée dans le temps des emplois. Le turnover est un vrai problème. Je veux dire que quand on assure toujours cette notion de service, la notion de turnover est importante. C'est-à-dire qu'il faut que nos salariés puissent aussi avoir... je vais prendre un exemple. C'est un exemple dans ma profession. Nous nous sommes rendus compte que nos principaux collaborateurs, qui est l'assistant dentaire, au bout de 14 ans, il s'en va. Parce qu'il a fait le tour de son métier. Oui. Si nous ne savons pas lui offrir une autre perspective, il partira. Je pense que tous les secteurs sont confrontés à ce sujet-là. Et donc, il faut vraiment essayer de travailler sur... c'est une GPEC. Une GPEC. C'est une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais à froid. À froid. C'est-à-dire, c'est pas attendre... Chez nous, il n'y a pas de vrai plan social. Mais quand même, quand, par exemple, on a supprimé les avoués de cour d'appel, on a mis 2000 personnes au tapis, du jour au lendemain. Ça, c'était une GPEC à chaud. D'accord. Et nous, on essaye justement de prévoir pour éviter ce genre de choses. Et la loi Macron pour les notaires, ça va... Alors, la loi Macron pour les notaires, on peut vivre, et ça, je veux dire qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas confondre dérégulation et réglementation. Parce qu'on peut déréguler un marché tout en le re-réglementant. Or, en face... Je pense que nos amis notaires, ils sont déjà, je dirais, ils sont des officiers publics ministériels. Donc, quelque part, ils ont la responsabilité en charge déléguée de l'État pour assurer un certain nombre de tâches. Et pas uniquement pour les testaments ou les choses comme ça. Ils aident les collectivités territoriales, ils sont vraiment au plus près. Donc, quand ils disaient que ça posait un problème pour eux, que si tout le monde peut faire du droit, bien sûr, vous allez en ligne, vous allez aller sur n'importe quel site, vous allez trouver
comment construire votre maison en kit, comment acheter votre maison sans problème et puis rédiger votre contrat. Il faut garantir le contrat. Voilà. Et la garantie, ça s'appelle la réglementation. Et si nous avons des professions réglementées, ce qui nous différencie un peu d'autres secteurs, hein, je dirais que par exemple dans l'artisanat, vous avez les coiffeurs qui sont une profession réglementée, mais c'est la seule. Chez nous, les professions sont réglementées pour la plupart parce qu'elles doivent garantir et elles assurent en toute responsabilité un service à celui qui le demande. Donc c'est vraiment un petit peu ce qui fait que on est un peu aussi à la charnière. Et il y a une complémentarité avec l'économie sociale. Pourquoi ? Parce que quand j'entendais tout à l'heure qu'on disait, bon, on va avoir besoin de nouveaux métiers qui vont s'exercer, par exemple pour la silver economy, en ce qui est du maintien à domicile et du soin. Mais nous aussi, on le demande. Parce que ceux qui font le soin, ceux qui assurent, les infirmiers, les aides-soignants, ils ont besoin aussi d'avoir leurs limites, comme, je dirais, une aide à domicile ou une assistante de vie, elle doit savoir ce qu'elle doit pouvoir faire et quelle responsabilité elle engage si elle le fait. Donc tout le monde est demandeur de ça. Et ça, à un moment, il va y avoir un métier qui s'appelle la coordination, qui ne peut pas forcément être assuré par celui qui est là tous les jours à la cheville ou par celui qui vient pour voir les médicaments, mais c'est un autre métier. Ça me fait penser à ce métier qui a été créé notamment et financé par la CNSA aujourd'hui, qui est les MAIA, enfin qui sont les coordinateurs pour la haute dépendance, dans l'aide à domicile notamment, mais pas uniquement, et qui coordonnent, enfin les gens connaissent ça mieux que moi ici, mais entre eux, notamment les professions libérales, les médecins généralistes, tout le parcours de soins de premier recours, et puis donc votre technicité. Mais en même temps, ces coordinateurs, qui sont souvent issus du secteur de l'UNA, par exemple, sont des professionnels indispensables, parce que ce sont eux qui sont en contact de la personne seule et qui peuvent évaluer, la rencontrer et faire le lien. C'est ça dont vous nous parlez. Mais alors, une question, je vous prends à brûle pour point, on n'avait pas envisagé ça, mais votre lab de l'OPCA, il a imaginé quoi? Il a inventé quoi depuis? Sur quoi vous le faites travailler? Je veux pas on le fait travailler essentiellement sur l'évolution des compétences. C'est-à-dire que dans un domaine donné, on va dire de quelles compétences a-t-on besoin dans les 5 ou 10 ans qui viennent pour pouvoir exercer la mission. Donc ce qui fait que quand une fois qu'on a parlé en termes de compétences, on remplit les cases, on met des compétences. Et ensuite, ça complète votre propos, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut des nouveaux métiers. Bon, ben c'est bien, hein, on peut dire qu'il nous faut des nouveaux métiers, ça tout le monde est d'accord. Bon. Mais il faudra bien des compétences pour les exercer. Donc on travaille sur ces compétences-là, et ensuite, à partir de ces référentiels de compétences, on aboutit sur des référentiels métiers-compétences, sur des référentiels de formation. Et nous avons une problématique qui est la TPE. La problématique TPE, c'est qu'en moyenne, dans les professions libérales, c'est 3,8 salariés. Quand vous avez un salarié qui part en formation, ça manque beaucoup à tout le reste de l'équipe. Donc on développe en formation continue, de plus en plus, toutes les techniques de e-learning, avec une partie présentielle, mais on essaye de vraiment adapter. Dans les pharmacies d'officine, ce sont des formations déjà qui ne coûtent pas très cher. C'est autour de 80-90 €. Et en plus, après, on fait un peu de présentiel. Je vous assure, les pharmacies d'officine, ça marche absolument, mais ils se forment et ils ont vraiment envie, et puis ils ont une appétence. Et l'avantage de créer comme ça, on amène la formation au plus près. Et on a le même problème, je pense. C'est pareil pour vous. Je pense, moi je suis en milieu rural, je vois bien comment ça fonctionne. Dans une autre vie, j'ai été élue aux affaires sociales, ça ne s'invente pas. Hein, donc à partir de là, on voit bien que, par exemple, quand vous avez des travailleurs sociaux sur le terrain, ils ont besoin de formation, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour aller à. Et donc, il faut réfléchir à ces nouveaux modes aussi de formation qui peuvent permettre d'asseoir ces compétences avec un socle de connaissances. Et ça, c'est extrêmement important. Merci. Jérôme Vol, est-ce que Hugues Védor voulait bien passer le micro voilà, à Jérôme Vol, dont je disais tout à l'heure, vous nous arrivez directement de votre Ardèche, hein, où vous venez de vendanger, des vendanges tardives, nous disiez-vous. Donc, j'insiste pas sur le fait que vous êtes vous-même un praticien, un agriculteur, un vigneron, et vous êtes président de la commission emploi de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous êtes au bureau de la FNSEA. Votre secteur, on le sait,
sans s'apesantir, ça vaut de rappeler la situation et ce que vous êtes en train de vivre. Vous aussi, une mutation considérable. Il y a les prix, bon, ok, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du coût que ça engendre sur les exploitations, les entreprises que vous représentez, plus grandes, plus petites, moins de gens. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est quoi la vision globale de votre secteur, en un mot? Oui, bonjour à tous. Pour l'agriculture aujourd'hui, donc la production agricole, c'est 350 000 exploitations. Ça fait à peu près 450 000 exploitants. Donc nous, on est plutôt dans une régression du nombre d'entrepreneurs en fait, libéraux, parce qu'on était à peu près 1 million en 88. Donc on a divisé pratiquement bien par deux, le nombre d'exploitants agricoles. Par contre, on a eu un agrandissement des exploitations ou une diversification des exploitations, et notamment sur tout ce qui est acte commercial, transformation. Il y a eu une mutation en tout cas qui est en train de se créer. Avant, il y avait un certain nombre de gros groupes qui transformaient, qui sont encore toujours présents pour achalander nos grandes surfaces et un certain nombre de lieux de consommation. Et en même temps, il se développe de plus en plus dans cette mutation l'aide au service, à la consommation locale, etc. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de territoire très fort sur l'emploi. Et en termes de salariés, donc on est à environ 310 000 salariés permanents en agriculture. Donc c'est des toutes petites entreprises. Il y a 171 000 exploitants agricoles qui embauchent. Donc la moyenne, vous voyez à peu près, hein, c'est 1,8, 1,9 salariés par exploitation employeuse. Ce qui veut dire que ça ne représente même pas un salarié par exploitation. Ouais. Et là, la grande mutation, on l'a vécu et on est encore en train de le vivre dans certains territoires. C'est le fait qu'on était une économie très familiale, un schéma d'entreprise qui est en train de s'opérer, et où en fait la famille n'est plus présente autour de l'exploitant agricole lui-même pour effectuer les travaux, et donc il y a une mutation vers l'emploi. Donc en termes de perspective, je pense que l'agriculture demain sera quand même un secteur qui emploiera de plus en plus pour justement répondre aux grandes évolutions. On a à peu près 50% des chefs d'exploitation aujourd'hui qui ont plus de 50 ans. Oui, donc vieillissement aussi. Vieillissement ou structuration qui permet... Après, on a des installations de jeunes. Hein. On a 10 000 installations de jeunes agriculteurs tous les ans, hein, aidés et non aidés, accompagnés ou non accompagnés. Néanmoins, on a quand même une évolution qui se fait quand même. Et puis, on a de plus en plus de personnes qui viennent dans l'agriculture dans une deuxième vie, 40, 50 ans, qui viennent reprendre des entreprises agricoles, qui viennent faire perdurer ou le patrimoine, ou quelquefois viennent faire de l'économie, parce qu'ils ont dans leur branche et dans leur secteur d'activité plus de perspectives, ou en tout cas ils veulent entreprendre autre chose. Donc, donc ça c'est une tendance réelle aussi. Mais donc là aussi, c'est une tendance lourde. Il faut structurer et il faut former, là aussi dans le secteur. Alors qu'est-ce que fait la FNSEA pour appréhender cette mutation? Donc il y a deux niveaux. Pour nous, il y a d'abord faire en sorte, pour que ce soit clair, sur la formation initiale professionnelle, nous sommes régis par le ministère de l'Agriculture, avec donc un travail au quotidien avec le ministère de l'Agriculture. On a aussi créé un observatoire dans le cadre de la GPEC pour essayer d'analyser les futurs métiers de l'agriculture, des nouveaux besoins. On a besoin de plus en plus de gens qualifiés, mais qualifiés à la fois sur le plan intellectuel, ça veut dire de raisonnement économique qui permettent d'anticiper cette volatilité des prix, cette réflexion sur le modèle agricole, économique et fiscal de nos entreprises, hein, parce que la fiscalité pèse lourd dans nos entreprises, et donc une mauvaise gestion de la fiscalité annuelle peut, avec la volatilité des prix, peuvent mettre en difficulté de façon très lourde les entreprises. Donc on a une vraie réflexion intellectuelle à avoir sur les compétences des chefs d'entreprise, sur leur capacité à analyser, capacité à choisir les bons créneaux économiques, une bonne organisation économique, et en même temps d'avoir les compétences techniques qui permettent l'accompagnement du métier, notamment sur le plan agronomique, faire les bons choix agronomiques qui permettent d'avoir une meilleure gestion avec des charges qui se limitent, et notamment sur les intrants, un certain nombre de produits. Mais pour qu'on voit bien, c'est-à-dire que vous offrez des formations à vos chefs d'entreprise, à vos chefs d'exploitation, qui est du domaine de l'agro ou qui est du domaine du management et de la gestion? On est sur les trois domaines. D'accord. Obligatoirement, on est sur les trois domaines. Et selon les particularités des jeunes en formation, ou des moins jeunes d'ailleurs, ou des gens en réinsertion, vraiment on choisit selon... on oriente selon les besoins. On a aussi un gros boulot à faire en agriculture, et quelquefois nous y contribuons, et malheureusement à la FNSEA par nos actions syndicales,
c'est sur l'attractivité de nos métiers en agriculture. Oui, parce que vous l'avez dit implicitement, c'est plus difficile de faire venir des jeunes à faire ce métier. Alors, le rapport au vivant est très impressionnant. On a beaucoup de gens qui ont envie de travailler avec le vivant, tant sur le végétal, parce que souvent on pense dans le vivant, l'animal. Mais il y a le végétal et l'animal. Et notamment, on voit que les jeunes ont envie de nature, ont envie de travailler avec le vivant. La deuxième difficulté, c'est souvent le fait quand même qu'on a du mal à dégager ces revenus qui permettent justement à donner du bon sens, j'ai envie de dire, dans l'action de notre formation et de donner des perspectives quelquefois aux gens qui veulent venir vers l'agriculture. Donc il y a cette double ambiguïté un petit peu, en tout cas dans notre action au quotidien. C'est à la fois porter les revendications de difficultés des entreprises et en même temps de promouvoir notre métier et nos métiers en général. Et là, pour moi, il n'y a pas un salarié aujourd'hui d'exploitation agricole, ce n'est pas rare qu'il reprenne l'exploitation. Aujourd'hui, le modèle agricole où il faut être fils d'agriculteur pour être agriculteur ou fille d'agriculteur pour être agriculteur, aujourd'hui, 40% des installations en agriculture se font hors cadre familial. Donc on est vraiment dans un schéma de mutation d'entreprise et plus de reprise familiale, classique, traditionnelle, etc. Mais ça veut dire que Donc ça veut dire rachat du capital, du patrimoine, ça demande un certain nombre de compétences, d'anticiper aussi économiquement les incidences que ça peut avoir. Donc on a de plus en plus de vrais gestionnaires d'entreprises, et c'est vers ce modèle-là en tout cas que la FNSEA travaille, et notamment sur les plans de formation. Parce que pour nous, la formation initiale est stratégique. Elle l'oriente, mais il ne faut pas qu'elle enferme. Oui. Et on avait un secteur agricole aujourd'hui, jusque dans les années 90, qui était, lorsqu'on partait dans des formations agricoles, on avait du mal après à essayer de retrouver d'autres métiers à l'extérieur. Aujourd'hui, notre idée, c'est vraiment d'essayer de donner les compétences généralistes qui permettent de pouvoir à la fois changer de métier si besoin était, ou d'évolution, parce que là aussi, nous, on est très territorialisés. Ça veut dire que la mutation d'un conjoint ou d'une conjointe fait que il faut revoir des fois son propre emploi personnel. Donc il y a vraiment un schéma d'organisation qui permet de pouvoir aller sur toutes ces différents métiers. Cette culture-là qui est quand même très différente de la mobilité, de l'ouverture, elle est perçue comme légitime aujourd'hui de la part de ceux qui arrivent, on peut l'imaginer, mais de ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus stigmatiser un nouveau confrère, un nouveau collègue agriculteur, alors qu'on est installé depuis longtemps et que non, c'est fini. Tout ça, c'est une évolution qui est entrée dans les mœurs. Obligatoirement, ça rentre dans les mœurs. Après, il y a le côté proactif. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer et puis de faire vivre l'agriculture dans les territoires. On a des communes aujourd'hui où il y a plus d'agriculteurs ou très peu d'agriculteurs. On n'est pas comme dans un certain temps où la masse de la population d'un village de 300 habitants, c'était l'agriculture. Ouais. Aujourd'hui, dans un village de 300 habitants, il y a 2, 3, 4 agriculteurs. Moi, je suis dans une commune où il y a encore 28 vignerons, parce que les surfaces permettent, les hectares permettent de pouvoir vivre avec beaucoup moins. Mais on n'est plus dans un modèle où en fait l'agriculture est dominante dans les territoires. Par contre, elle est essentielle au territoire, oui. Tant sur l'ouverture du paysage, tant sur l'économie, tant sur la présence aussi d'une vie sociale importante. Ça. Et donc on a besoin de territorialiser ces emplois et de permettre aussi le logement. On en a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé du logement, mais dans le film, nous c'est un vrai sujet. Le logement est un vrai sujet pour faire venir des nouvelles familles, des salariés, des compétences, des gens qui veulent être chefs de culture. Ils ne veulent pas vivre sans, comme moi d'ailleurs, comme exploitant, je n'ai pas envie de vivre sans le haut débit, parce qu'on parlait du numérique tout à l'heure, mais sachez quand même qu'il y a encore une partie de la France où il n'y a pas le haut débit encore. Ben oui, il y a difficilement de la 3G, donc il n'y a pas de cap. Voilà. Donc, la 5, c'est pas pour tout de suite, quoi. Voilà. La 5G. Et lorsque vous êtes, comme moi, vigneron et que vous transformez à la cave coopérative, notre cave coopérative est obligée d'avoir le modèle aujourd'hui Internet, développement. On a un caveau de vente avec un schéma par correspondance, etc. Donc on a besoin de ces modèles économiques vivants, numériques, etc. Et c'est des nouveaux métiers, mais il faut pouvoir le pratiquer là où nous sommes. Et donc là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur le numérique, sur le développement du numérique.
là aussi, je fais confiance aux agriculteurs, hein. Il n'y a pas de dualité ou de stigmatisation d'une nouvelle population. Simplement, il y a besoin de comprendre, d'expliquer et de vivre avec la nouvelle population. Vous venez de nous citer un des freins au développement cette question, on est revenu depuis le début de la journée, mais on peut vous la reposer tout à l'heure, mais on y reviendra. Hugues Widor, de votre côté, je rappelle que vous êtes à la tête de l'UDES à côté d'Alain Cordès comme vice-président en charge de l'emploi et du dialogue social. Hein, vous dirigez l'ADESA, cette fédération d'aide à domicile. Le film, vos collègues, ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez en retenir? Alors juste, c'est ADESA à domicile. ADESA à domicile, oui. ADESA à domicile. Le film, donc, il montre bien que les acteurs de l'économie sociale sont déjà largement investis dans l'économie numérique, dans l'économie circulaire, dans l'économie collaborative. Et donc, qu'il y a déjà des exemples sur lesquels on peut travailler et qui peuvent être vecteurs de développement et vecteurs de changement. Je prendrais par exemple la Silver Economy dans le domaine de l'aide et des soins à domicile, et Luc Broussy en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui va évidemment modifier un certain nombre de pratiques, et donc ça va permettre notamment au domicile d'avoir des équipements qui permettront aux personnes d'être mieux accompagnées sur le plan de la domotique, sur le plan des aides techniques, sur le plan de la sécurité, mais c'est aussi sur le plan du loisir, c'est aussi sur le plan de la culture. Donc par rapport à ça, nous, on a un simple prisme qui a été rappelé d'ailleurs ce matin, c'est de partir des besoins de la personne et de ne pas simplement considérer cet univers comme un marché, surtout par rapport à des publics fragiles. Je dis ça parce que, l'autre point d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne les commissions éthiques, en disant par rapport à un produit tel qu'il serait proposé par tel ou tel opérateur, il faut forcément que ça soit vu par des fédérations d'aide à domicile, par des représentants des usagers, pour bien vérifier que ça correspond à un besoin. Et dans le domaine, on fait des évaluations multidimensionnelles pour justement avancer. Mais je dis ça, pourquoi? C'est parce que le regard que nous portons sur ces évolutions numériques, circulaires, collaboratives et autres, on le pose à l'aune de nos valeurs. Et donc, c'est de bien regarder si dans le système de gouvernance, ça correspond à ce que nous défendons. C'est-à-dire la gouvernance, elle doit être démocratique. Si il y a un vrai partage entre les personnes et entre les bénéficiaires, si le rapport au capital n'est pas de celui qu'on trouve dans une économie capitalistique classique. Là, l'objectif, c'est qu'il y ait un partage, comme dans le secteur des SCOP auprès des salariés, ou dans le secteur associatif sur le projet lui-même. Et enfin, que sur la finalité, on soit bien dans une finalité d'utilité sociale. Et donc, ça nous permet, tout en étant très proactif par rapport à l'ensemble de ces domaines, et on a vu des témoignages extrêmement intéressants sur l'ensemble des champs, économie numérique, économie collaborative, etc. Et notre discours est de dire qu'il ne faut pas avoir de réticence par rapport à ces évolutions-là, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer l'avenir. Mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue d'où l'on vient, d'où l'on parle, qui on est, et comment est-ce qu'on aborde ces évolutions et ces changements qui nous questionnent. Oui, pardon, je vais me faire un peu le provocateur, mais je vous trouve évidemment, c'est normal, escalité, vous recadrez le contexte des valeurs. Mais moi, je les ai trouvés beaucoup plus, non pas terre à terre, mais beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, on les sent enracinés dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils font, mais ils commencent d'abord par dire on est réaliste, c'est-à-dire que ça ne va pas si bien que ça. On voit bien que ceux pour lesquels on travaille, avec qui on travaille, leur solvabilité baisse un peu, une paupérisation. Et pourtant, c'était clair qu'il y a des opportunités, il y a des perspectives, on y croit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait ces deux aspects. Et donc, ok, vous remettez dans le contexte de vos valeurs, mais les perspectives, c'est quoi alors pour vous, sur ces nouveaux modèles d'emploi, comment l'UDES, sur les nouveaux modèles, le voit? Et puis on va parler aussi de la façon dont vous voulez structurer les choses pour répondre à cet enthousiasme qu'on vient de voir dans les interviews. Oui, alors il faut nuancer les choses, parce qu'il ne faudrait pas croire que parce que tout d'un coup il y a l'économie collaborative ou coopérative ou la nouvelle économie avec ces gisements d'emploi qui arrivent, que tout d'un coup tous les problèmes seraient réglés. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse beaucoup plus fine.
et regarder, secteur par secteur, comment se posent les choses. En particulier, quand on regarde dans le domaine mutualiste, aujourd'hui, les choses vont plutôt assez bien. Il y a eu des recompositions, il y a eu des regroupements. On est passé à 450 structures, donc ça a été divisé par 2. Pour autant, l'emploi a été maintenu. Et ce matin, ça a été dit et annoncé, il y a un engagement vis-à-vis de l'État dans le cadre du pacte de responsabilité pour développer 10 000 apprentis. Et on a vu, par exemple, dans le secteur mutualiste, c'est des choses qui sont connues et sur la place publique, qu'au niveau de la Massif, on développe, par exemple, un service RD au niveau national sur les questions des nouvelles technologies et sur la question du numérique. Que la Maïf s'est adossée à une plateforme permettant des échanges de maisons entre particuliers. Et donc là, on voit qu'il y a un investissement. On a vu également sur le secteur des SCOP toute la dynamique qui existait aujourd'hui en termes de création d'emplois et son positionnement aussi, qui est un peu comme M. Jourdain, sur l'économie circulaire, puisqu'au fond, ça fait partie de leur modèle, et c'est un modèle qui est très porteur et en développement, avec, on l'a vu, un nombre de salariés qui est en expansion autour de 50 000 salariés. Sur le secteur associatif, je termine juste sur le paysage, sur le secteur associatif, les choses sont beaucoup plus nuancées, puisqu'on l'a vu, et vous l'avez signalé dans certaines études, au niveau de France Stratégie, il y a une augmentation de l'emploi entre 2000 et 2010, qui était assez forte, de l'ordre de 25%. Mais ensuite, il faut regarder encore plus finement secteur par secteur. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez du secteur de l'aide à domicile. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, on vit une crise qui est considérable et qui est une remise en cause, finalement, de notre modèle de financement. Et donc, les sorties de crise sur ce domaine-là, par exemple, c'est ne pas lâcher, c'est un petit peu ce que vous disiez au niveau de la FNSEA, c'est d'être sur les 2 registres. C'est-à-dire ne pas lâcher sur la mobilisation pour obtenir des financements, mais de l'autre côté, ne pas passer aux côtés des opportunités pour aller sur ces nouvelles technologies, pour travailler, et on parle la plus techniquement de la conférence des financeurs sur les territoires, et voir de quelle manière avoir des financements adossés à ces nouvelles politiques. Mais il y a d'autres secteurs qui sont plutôt en développement. On parle du médico-social, on parle du sport, où là, ça se développe. Donc, au niveau de l'UDES, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a construit cette journée autour de ça, c'est de valoriser ce qui se joue et ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises de l'économie sociale, pour regarder comment est-ce que ça peut développer finalement ça peut déclencher des initiatives qui seraient plus nationales que locales. En fait, c'est vraiment ça notre idée, c'est de dire profitons de ce qui se passe sur les territoires pour essayer d'en faire des politiques nationales, que déjà certains ont organisées. Il y a des réseaux, on l'a vu tout à l'heure, qui ont organisé sur le plan technologique des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que d'un point de vue global, l'économie sociale doit encore plus valoriser ses activités pour développer son attractivité, notamment vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis aussi des pouvoirs publics. C'est très important. Alors, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au fond, vous voulez que dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, on dépasse la qualité des seules initiatives individuelles ou locales, et que celles qui sont les plus en pointe ou les plus pertinentes, on en permette une mutualisation, sans mauvais jeu de mots, à l'ensemble des différentes filières du secteur. Et alors, quand on entend attractivité, renforcer l'attractivité auprès des jeunes, GPEC, OPCA, laboratoire de réflexion, de recherche et de développement, vous venez de nous citer les exemples dans la mutualisation, chez les mutuelles, donc c'est en route, mais comment on pourrait faire mieux dans votre secteur, ensemble, pour structurer cette politique de filière, au fond? Alors d'abord, il nous semble très très important de développer une pédagogie autour de ces questions. Je dirais que cette journée y participe, puisque ça permet de croiser les regards. Et on a vu, je prendrai le seul exemple, c'est de Madame Peugeot d'Orange, qui nous apporte des éléments de réflexion, Monsieur Cohen ce matin, et avec toutes les initiatives. Donc c'est une pédagogie autour de ces problématiques, parce que ça peut échapper aussi à des entrepreneurs locaux, parce qu'on se considère au niveau de l'économie sociale comme des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, il y a une vertu pédagogique. Il faut aussi que, on puisse, au niveau de la formation initiale, irriguer le système.
C'est-à-dire que sur la question du numérique, ce n'est pas la question qui ne concerne que l'économie sociale. C'est une pédagogie à développer dans les écoles, dans les universités, au niveau de la formation initiale, pour ne pas passer à côté de ces rendez-vous de demain. Et quand on a vu et quand on vous a écouté sur France, au niveau de France Stratégie, on voit qu'il va y avoir des évolutions extrêmement fortes. Après, il y a toute la question autour des formations initiales. Nous participons dans les commissions paritaires consultatives qui délivrent les titres et les diplômes, et nous pensons que de ce point de vue-là, à l'aune et à lumière des éléments d'information de France Stratégie, mais qui devront être poussés par rapport à des situations de métiers et de branches, il faut faire évoluer aussi les titres et les diplômes. Après, on descend au niveau des OPCA et des branches professionnelles, et là, l'UDES a évidemment un rôle à jouer, parce qu'au niveau de l'UDES, il y a plusieurs OPCA des entreprises de l'économie sociale, et ces OPCA, comme vous l'avez indiqué, sont équipés aussi d'outils de réflexion et de développement, de GPEC, alors qu'on organise beaucoup plus au niveau des branches professionnelles, puisque chaque branche professionnelle travaille la GPEC. Ça peut être des ADEC, ça peut être d'autres types de réflexion accompagnées, permettant de regarder quelle va être l'évolution réelle de ces métiers, pour pouvoir le prendre en compte. Parce que sur l'existant, je partage tout ce qui a été dit. Il y a un certain nombre d'outils qui existent pour faire qu'on ne se retrouve pas dans des sas et qu'on puisse organiser les transitions professionnelles à l'intérieur des filières que nous avons. Mais là, la problématique, ce n'est pas les filières que nous avons, c'est les filières de demain. Et c'est comment est-ce qu'on va envisager les changements nécessaires dans nos appareils de formation, dans notre structuration des filières, pour faire que justement, on puisse être au rendez-vous de demain. Et en l'occurrence, il nous semble que les OPCA sont bien placés. Je prendrai simplement l'exemple d'Uniformation qui a mis dans une de ses offres des modules qui sont accessibles d'ailleurs à toutes les familles et les composantes de l'OPCA sur les nouvelles technologies, sur le numérique, parce qu'on sent bien que ce sont là des enjeux stratégiques pour la suite. Mais il faut aller plus loin et regarder segment par segment qu'est-ce qui va véritablement évoluer demain. Vous avez indiqué au niveau de France Stratégie, par exemple, qu'au niveau de l'aide à domicile, c'était 160 000 salariés demain. Alors, on est tout à fait content de cette annonce. On trouve que c'est pour nous des pistes de développement. Pour autant, et je rejoins la FNSEA là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a l'élément financier qui fait que la solvabilité, comment est-ce que ça va être pris en compte, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des prévisions par rapport aux besoins des Français. Après, c'est comment est-ce que c'est financé, c'est une autre question. Ça peut faire une journée entière, le CGE qui paye. Alors, à ce stade, j'ai d'autres questions, mais est-ce qu'il y a des questions SMS? Étude aux États-Unis, 2 écoliers sur 3 exerceront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Cette étude-là, elle est faite pour choquer les esprits ou c'est vrai? Alors, je ne connais pas l'étude en question, donc voilà, si la personne peut m'en dire plus, je suis tout à fait intéressée. C'est peut-être États-Unis Stratégie qui a fait ça? Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'en France, si on reste sur notre pays, il y a des études effectivement tout à fait intéressantes qui ont été menées sur les métiers de demain, les nouveaux métiers. Il y en a une notamment par l'APEC, qui est sur les métiers en émergence, qui est très très intéressante. Je vous invite à aller la consulter sur leur site, et alors qui concerne que les métiers de cadre. Et il y en a une autre qui a été faite par Ernst & Young et LinkedIn, et qui pareil met en avant les métiers en émergence. Donc voilà, c'est aussi pour mettre en valeur d'autres travaux que ceux de France Stratégie. Je voudrais néanmoins rebondir sur ce que vous disiez. Ce qu'on observe aujourd'hui, et je pense que c'est tout le travail des observatoires qui permet, de ces observatoires de branche, qui permettent effectivement de ressortir ces éléments, c'est que plutôt que de nouveaux métiers, alors effectivement c'est des nouveaux intitulés, on invente des nouveaux mots, mais plutôt que de nouveaux métiers, moi il me semble que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt de l'agrégation de compétences. On se rend compte que des fois, 2 métiers vont en devenir un nouveau en prenant justement un petit bloc de compétences et un deuxième bloc de compétences, et que finalement c'est l'agrégation de ces deux blocs qui va former ce nouveau métier.
plutôt que finalement quelque chose qui sort de nulle part. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi, je rebondis aussi sur ce que disait j'oublie son nom, pardon, du MEDEF. Maître rural du MEDEF, ouais. Effectivement, je crois qu'il faut être optimiste parce qu'aujourd'hui, l'appareil de formation initiale, l'appareil de formation continue dispose d'outils qui permettent de faire ces observations et d'essayer d'accompagner ces transformations. Réaction sur cette, c'est un peu provocateur, mais oui, docteur, je vous en prie. La réaction, je dirais qu'il faut faire aussi attention. Il faut être optimiste parce que je pense que de toute façon, quelque part, ce serait trop grave de ne pas l'être. Et puis qu'on a de belles opportunités et que finalement, c'est comme ça qu'on construit une société. C'est-à-dire en réfléchissant sur les opportunités qu'elle peut nous offrir et non pas en pleurant sur ce qu'on a laissé en route, parce que tout changement impose des renoncements, mais ce n'est pas forcément négatif. Et je dirais qu'il faut faire très attention en termes qu'il n'y ait pas de déqualification. Et ça, c'est un gros risque. Et le gros risque, il est ipso facto induit par les conditions économiques. Parce que quand vous avez d'un côté des financeurs et de l'autre côté des producteurs, c'est pas à la FNSEA que je vais dire ça, hein, eh bien vous avez des acheteurs et des producteurs, quel que soit, je dirais, le secteur. Il faut faire extrêmement attention de ne pas discuter en termes économiques purs et durs, surtout quand on est sur des métiers et des compétences qui tournent autour de l'humain. Ce sont des défis qui sont extrêmement importants. Il va bien falloir qu'on se positionne un jour. Sur quel modèle veut-on continuer notre développement? Est-ce que notre développement veut être sur un modèle totalement économique et auquel cas on laissera trop de gens autour et on reviendra au sujet de tout à l'heure de ceux qui ont l'impression de toujours payer, de ceux qui ont l'impression que parce que d'autres ne payent pas. C'est extrêmement... Ça aussi, ce sont les défis de demain. Et on ne pourra organiser que ces filières, que ces nouveaux métiers, que tout ce que ces opportunités que nous offre, je dirais quelque part la technologie, elle nous booste dans tous les moments, parce qu'elle nous force à réfléchir, même si ça ne nous convient pas, même si ça nous contraint, elle nous oblige à une forme d'appropriation qui fait qu'après on mène la réflexion pour aboutir à... Je veux dire, qui pensait dans les années 60 que, un jour, on ne serait plus en économie de production? Qui pensait ça? Personne. Un jour, on a eu un choc pétrolier, on s'est dit, il va falloir qu'on change. Et si on ne change pas, il n'y a que les acteurs de terrain qui peuvent initier ce changement, alors après que les systèmes, je dirais, effectivement les mutualisent, les développent, et quelque part, face à un modèle qui puisse correspondre à un modèle sociétal, oui. Mais c'est quand même les acteurs de terrain au départ. Et donc ça, c'est... Mais attention à ne pas déqualifier les gens. Parce qu'autrement, on ne fera que des gens qui ne seront pas heureux. Or, une société pas heureuse, c'est pas une société qui avance. Puis c'est ce que disait Daniel Cohen ce matin, c'est la colère et la violence. Et la colère et la violence, on sait où ça nous mène, on est en plein dedans, d'une certaine façon. Pas tous les jours, heureusement. Jérôme Voll. Oui, moi, au-delà de réagir à l'étude laquelle je ne connais pas non plus, mais envoyer deux écoliers en formation sur 3 qui ne connaissent pas le métier de demain, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la vision politique que l'on a de son pays, de son économie, et à la fois du lien social qu'on veut amener dans son pays. Donc pour moi, c'est quand même cette étude est sûrement très intéressante. J'aimerais la voir de plus près et de l'analyser parce que si on le prend dans le monde agricole, par exemple, pour l'agriculture, aujourd'hui, on sait à peu près les compétences que l'on a besoin demain. Il faut amener l'attractivité et la possibilité de la rémunération des compétences que l'on aura en agriculture. Alors, depuis ce matin, on parle beaucoup de qui paye quoi. C'est vrai, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a demandé quand même globalement à notre pays une consommation la moins chère possible pour permettre un pouvoir d'achat des consommateurs. Donc derrière, on a mis une politique agricole commune qui était régulée, qui permettait à chaque agriculteur, quand il mettait en production, il savait combien il avait à produire, il savait à peu près le prix qu'il avait à la fin de sa production. Aujourd'hui, on est allé dans un schéma beaucoup plus réglementé, c'est vous qui l'avez développé tout à l'heure, mais de plus en plus dérégulé. Et ça veut dire que la course des exploitants agricoles, alors pas qu'en France, parce qu'on pourrait croire que c'est qu'en France, ça se fait bien plus dans les autres pays, notamment l'Allemagne ou l'Espagne, où en fait on est dans un schéma, il faut produire plus
pour pouvoir compenser Oui, c'est ça. la baisse de prix qu'il y a Donc- à la production. Donc on ne répond pas aux exigences aujourd'hui. Derrière, de c'est un modèle l'environnement, on est en train de développer un modèle social qui fait que dans nos cantines, nous on est en train de développer, au-delà de la crise des producteurs de porc, de viande bovine, de l'élevage, ce qu'on est en train de développer, c'est du manger français. On sait que pour 10 centimes de plus à la production du repas journalier d'un écolier, pour 10 centimes de plus, on fait vivre l'agriculture, n'a plus besoin, en tout cas, elle ne vit plus les crises économiques comme elle les vit aujourd'hui. Il y a une stabilité, un lissage. C'est pas grand-chose, 10 centimes, dans un produit qui vaut entre 8 et 10 euros, avant d'être pris en charge par les collectivités, pour la plupart du temps. Donc il y a une vraie question de fond, quel modèle économique l'on veut, sans faire du protectionnisme. Parce que ce n'est pas là notre idée. Je rappelle juste que l'agriculture française rapporte quand même pas mal de milliards de PIB, notamment sur les grandes cultures et sur la vigne que je produis. Donc on a besoin de l'exportation. On a besoin de cette exportation-là. Ouais. Ouais, c'est essentiellement le champagne, c'est pas un Ardèche. Hein, mais on a besoin de cette exportation-là. On ne peut pas revivre sur nous. Mais il faut quand même arrêter la politique du moins 10 ans. La politique du moins 10 ans n'amène pas des services de qualité adaptés. Et à mon avis, alors qu'on a, sur le plan sanitaire, on n'a jamais été aussi au top en termes d'alimentation, malgré les scandales que l'on peut voir ici ou là. Mais c'est des gens, exceptions à la règle. C'est des malfaisants. Donc pour nous, on ne défendra jamais ce modèle-là. Par contre, on n'a jamais été au top comme aujourd'hui sur le sanitaire. L'avantage que l'on a, c'est que la France, comme l'Italie, nous avons beaucoup développé les AOP, les appellations d'origine protégée, géographiques, etc., qui permet quand même de stabiliser économiquement un marché sans avoir la régulation en face. C'est nous qui maîtrisons notre propre régulation. Mais il y a des vrais enjeux politiques sur l'emploi derrière. Vous produisez quoi Votre vin, c'est du rouge, c'est du quoi? À boire avec modération, mais tous les jours, de l'IGP Coteaux de l'Ardèche. Ouais. Très bien. Et vous verrez, il y a un vionnier exceptionnel. Hugues Widor, juste un mot. Oui. Le docteur a prononcé un terme, c'est opportunité. La question en termes d'organisation, très court s'il vous plaît, parce qu'on devrait avoir fini. Non, je vous assure, il y a la ministre, et après je me ferai engueuler par Hugues Widor qui voudra qu'on finisse à l'heure, à juste titre, la ministre à 16h30, et Corinne Lepage maintenant, et Hugues Civil. L'idée, c'est que l'organisation en termes d'offres, d'organisation de services et de formation prenne le train. Oui, il faut pas... la métamorphose qu'on vient de voir, qu'on vient de décrire. Certains ont dit qu'il y avait des trains qu'il ne fallait pas prendre. Nous on pense que celui-là, c'est justement le train qu'il faut prendre, même si ça interroge nos modèles. Et je prendrai un seul exemple pour rebondir sur ce qui s'est passé aux États-Unis et les projections avec 1 sur 2 d'ici quelques temps qui serait auto-entrepreneur finalement. Oui. Ça pose 3 types de problèmes très, très rapidement. Le premier problème, c'est la conclusion, hein. Vraiment. Non, je vous assure, c'est la conclusion de la table ronde, on ne peut pas. C'est la dérégulation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur du choisi, est-ce qu'on est sur du subi? Et c'est une question importante. C'est-à-dire que dans la relation d'emploi, est-ce qu'on vient finalement à être auto-entrepreneur parce que finalement, il n'y a pas le choix, il n'y a plus d'emploi, et donc on tente une survie de cette manière. Et du coup, si c'est ça, c'est pas la bonne chose, parce qu'on a besoin d'avoir des salariés qualifiés qui portent des projets. Dans l'économie sociale, on souhaite porter des projets collectifs au service de l'intérêt général. Le deuxième point. Et... Non, je voudrais qu'on conclue cette table ronde et qu'on ne la relance pas. Et vous êtes en train, avec passion, d'essayer de nous la relancer. Et donc, non, on a dit les propos. L'important, là, c'est votre message final. Message final, alors, c'est de revenir sur la volonté qui est pour nous, au niveau de l'UDES, d'engager un chantier visuellement pour regarder les opportunités de demain sur ces gisements d'emploi, mais toujours quand même avec un regard critique sur les modèles. Il ne s'agit pas de dire ce sont les modèles portés par voilà, la mode. De dire regardons, et c'est un bon passage avec les travaux du Labo de l'économie sociale qui a justement décliné en critères ce regard sur les valeurs. Merci infiniment. Applaudissements pour nos intervenants. Je voulais bien rejoindre.